commencer par remercier la Sénat, Olivier Charlet, de m'avoir invité, remercier Béatrice Poularé, qui a tout organisé, et vous présenter donc ce deuxième volume des colloques, les médailles de Louis XIV et leurs livres. Alors, comme petite introduction, je vais quand même vous rappeler les éléments essentiels sur l'histoire métallique de Louis XIV. Les sources d'abord. Béatrice, vous nous remontrez la photo. Les sources, il y en a deux. Ce sont des sources manuscrites. D'abord, ici, voilà, le manuscrit de Londres, ainsi nommé, qui est donc conservé à la British Library, qui est donc un manuscrit de projet de médaille avec de petits textes. J'ai reproduit une page, d'ailleurs, c'est le deuxième. Deux sources principales, le manuscrit de Londres, ainsi nommé, qui est conservé à la British Library et qui donc donne quelques projets de médailles avec de petits textes et qui est donc antérieur à 1694. Est-ce que vous pouvez passer la deuxième image? Voilà. Et là, vous avez un exemple de page. Vous voyez, les textes sont assez brefs et bon, par exemple, ici, au milieu, la médaille de Saint-Cyr, de l'établissement de Saint-Cyr, au milieu, sur la gauche. Et puis l'autre source principale, manuscrite aussi, elle se trouve à côté, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le manuscrit de Paris. Alors, voilà. Le manuscrit de Paris, registre journal des délibérations et des assemblées de l'Académie royale des inscriptions. Et donc, nous avons ce manuscrit depuis 1694 jusqu'en 1702, où est publié le livre de l'histoire métallique. Alors, les réunions sont donc enregistrées, et les membres de l'Académie se réunissaient 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. Vous pouvez montrer la suivante, où vous avez un exemple, donc ici, de procès-verbal qui est signé par l'abbé Bignon, qui supervisait l'histoire métallique de Louis XIV, et l'abbé Tallemant, secrétaire perpétuel de la petite académie qui va devenir en 1702 l'Académie des inscriptions et médailles, ancêtre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et donc ici, je vous ai dit réunion le mardi ou le samedi, et là vous avez un exemple de procès-verbal de la réunion du mardi 7 août 1696 avec les présents: Charpentier, Despréaux, c'est-à-dire Boileau, Toureille, Renaudot, Dacier, Tallemant et Coipel, donc le peintre. Et donc, dans ces réunions, on débat des médailles, et puis parfois on les arrête. C'est-à-dire quand on a suffisamment débattu, le terme qu'ils utilisent, c'est arrêter. On arrête la médaille, et ici, la médaille qui a été arrêtée, c'est celle du château de Versailles. Du château de Versailles, vous avez le dessin de la médaille telle qu'elle sera frappée, et puis à la page suivante, vous avez le texte qui figurera dans le livre. Voilà. Alors, voilà pour le cadre et les sources. Maintenant, quelques mots sur les médailles. Donc, au début du règne de Louis XIV, on frappe, dès le début, dès les années 60, on frappe des médailles de toutes sortes de modules. J'ai choisi un exemple ici célèbre, c'est le joyau du cabinet des médailles. Je ne sais pas s'il est encore exposé Il est exposé au titre. Il est exposé. Il y était dans la précédente installation, et c'était donc le joyau, la médaille en or, grand module du Val-de-Grâce. Et vous pouvez, c'est donc une médaille de Jean Varin, et vous pouvez montrer le revers. Voilà. Et le revers, c'est donc une médaille de fondation, nous en reparlerons tout à l'heure, une médaille de fondation pour le Val-de-Grâce. Voilà, exemple de médaille de grand module. Mais vous aviez toutes sortes de modules, et puis voilà, une médaille ici de plus petits modules. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé. C'est que la petite académie, qui au départ était chargée de la propagande royale dans tous les domaines, tapisserie, monuments, etc., fêtes, eh bien, progressivement, se spécialise dans les médailles.
dans les médailles, et les débats que je vous ai montrés ne sont que des débats sur les médailles. Il ne s'occupe plus des autres aspects de la propagande royale. Et à partir de 1694, donc, c'est devenu une académie uniquement numismatique. Et donc, au départ, ils reprennent les anciens modèles, ils les corrigent, et puis en 1695, eh bien, ils prennent une décision, c'est celle de ce qu'on appelle la série uniforme, c'est-à-dire que les médailles, eh bien, seront d'un module de 4 cm. Alors, on s'est demandé pourquoi ce module de 4 cm, qui n'est pas très gros, hein, c'est un module moyen plutôt petit. Enfin, on pense que c'est pour des raisons d'économie de métal. On est en 95, en 1695. Et puis, une autre raison plus noble qui a été donnée, c'est que c'était le format des sesterces. Et la monnaie romaine, c'est le grand modèle, c'est leur grand modèle. Et donc, vous avez ici un exemple. C'est toujours Saint-Cyr, j'ai repris Saint-Cyr. Et c'est donc là, ce qu'on appelle la première série uniforme, et qui sera donc dans un module de 4 cm. Et alors, leur occupation, à partir de 1695, ça va être de reprendre les médailles qui étaient dans des grands modules, et puis de les adapter aux petits modules de 4 cm, ce qui entraîne des changements dans les légendes et aussi dans les dessins. Voilà. Et donc, le médaille... Alors, au début, c'était Jean Varin qui faisait beaucoup de médailles de Louis XIV. Et puis à partir de 95, donc la série uniforme est confiée à un seul médailliste, c'est Jean Mauger. Et là, vous avez sa signature sous le buste du roi. Et c'est bien connu, cette série uniforme donc, qui était donc confectionnée par Jean Mauger. Voilà donc pour les médailles. Et alors maintenant, quelques mots sur le livre. Donc, il décide, après avoir, à peu près en même temps, hein, c'est dans les années 95-96, il décide de faire un livre, de ses médailles. Et donc, à partir de 95, donc, chaque médaille va être pourvue d'un texte d'une page à peu près, qui la décrit et qui décrit l'événement qui est représenté sur la médaille. Et en 1702, eh bien, donc, ils accumulent ces descriptions et ils arrêtent les médailles. Et donc, en 1702 est publié le volume des médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, avec des explications historiques par l'imprimerie royale, donc en 1702, et le volume est offert au roi. C'est un volume de luxe, un in-folio, mais on publie aussi une version in quarto pour la diffusion commerciale. Le volume de luxe, c'est la cour qui le donne comme cadeau aux VIP, et il y a aussi un volume in quarto pour diffusion commerciale. Et donc, ce volume est offert au roi, qui se montre mécontent, de la préface, et ordonne, alors qu'on était c'était sous presse, on avait commencé déjà à imprimer quelques exemplaires, une cinquantaine d'exemplaires avaient déjà été imprimés, il ordonne la suppression de la préface. On ne sait toujours pas exactement pourquoi, mais on pense que la vraie raison, c'était qu'on n'y parlait pas assez de lui. Les artistes qui avaient participé, leur nom était mentionné, ça, il a trouvé ça d'un très mauvais goût, et donc c'était lui qui devait être le seul sujet, c'était évident. Et donc, plutôt que de faire supprimer les noms, il a fait supprimer la préface. Il ne fallait pas de demi-mesure, il a fait supprimer la préface. Ce qui fait qu'on a des exemplaires avec la préface, il y en a une cinquantaine, paraît-il. Bon. Et en vente, il y en a 2 qui sont passés récemment. Bon, c'est pas plus long. Non. 2 qui sont passés. C'était la collection du duc de Mortemart, donc famille famille qui était importante à l'époque de Louis XIV, et dont 2 exemplaires sont passés en vente avec la préface. C'est rare, ils sont très très rares. La plupart des exemplaires sont sans la préface. Voilà. Alors, et puis, donc, l'Académie est quand même récompensée. On supprime la préface, mais elle est récompensée, mais c'est une récompense à 2 tranchants. À 2 tranchants parce qu'il demande donc un statut
un statut. Et alors, le statut les fait passer à 40 membres, comme l'Académie française. Bon, ça peut paraître bien, mais en fait, les talents n'étaient plus les mêmes. La dizaine qui composait la petite académie, c'était tous des génies. Boileau, Racine, Tallemant, bon. Et là, 40, ça, on peut dire que le génie se dilue. Le génie se dilue, et puis surtout, il s'occupait de médailles. Très peu, très peu. Et dans les procès-verbaux qui existent encore, on trouve très, très rarement la mention des médailles. C'est maintenant des dissertations antiques sur l'Antiquité, des dissertations érudites sur l'Antiquité, bon, qui ont leur intérêt, mais il n'y a plus de médailles. Il n'y a plus de médailles. Les médailles, ils s'en occupent à côté, et ils continuent à en faire, à en préparer pour... alors, il y a 286 médailles dans le volume de 1702, et en 1723, donc sous Louis XV, est publiée une nouvelle édition, et vous pouvez montrer le titre. Le titre a changé, enfin, c'est le même, mais on a rajouté médaille sur les principaux événements du règne entier de Louis le Grand, avec des explications historiques. Et là, on est passé au-dessus de 300, 315, si je me souviens bien, 315 médailles. Donc, vous voyez, se sont rajoutées une trentaine de médailles pour la fin du règne de Louis XIV. Et ça, c'est l'exemplaire de 1723. Voilà. Donc, j'ai essayé de présenter rapidement ce que c'était, ce qu'on appelle l'histoire métallique. C'est des médailles, mais c'est aussi un livre. Et alors, le livre de 1723, il n'a été publié qu'en in-folio. Il n'y a pas d'exemplaire in quarto. Bon, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il n'y a que la version luxe. La version luxe qui est donnée par la Cour, c'est la version in-folio, soit en reliure maroquin rouge, ça c'est l'exemplaire suprême, soit en reliure en veau brun. Tout ça aux armes royales. Donc l'exemplaire en veau brun étant évidemment moins prisé. Alors, donc j'ai organisé sur cette histoire métallique de Louis XIV 4 colloques, et un cinquième aura lieu en juin prochain, je vous en parlerai tout à l'heure. Le premier colloque a été publié en 2016 aux presses des universités de Rouen et du Havre, et Pure. Et c'est un colloque qui a lieu en 2015 à la BNF et qui comporte 23 articles. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, je n'ai qu'une heure, mais je veux simplement vous donner la composition du volume. C'est 3 parties. D'abord, une partie sur les principes de composition, comment sont composées les médailles, comment est composé le livre. Une deuxième partie sur les thématiques, quels sont les sujets des médailles. Et là, nous avons un article de Christian Charlet sur les interventions militaires en Catalogne, sujet qui n'avait pas été traité du tout et qui méritait de l'être, car nos rapports avec l'Espagne sont nos principaux rapports internationaux à cette époque-là. Et enfin, une troisième partie sur la diffusion, ça c'est un aspect important de ce volume, la diffusion des sons métalliques. Et là, on a eu un grand nombre d'articles, d'initiatives, hein. La diffusion en Italie, dans les pays exotiques, chez les sauvages du Canada. Ils appréciaient les médailles de Louis XIV, ils aimaient les porter jusque dans leur tombe. Genève, par William Eisler, qui a fait un livre sur les médailles d'acier. Nous avons parlé des médailles de Louis XIV à Genève. La Lorraine, l'Italie, j'ai fait un article sur les livres qui prennent comme modèle le livre de l'histoire métallique de Louis XIV à Rome. L'Autriche, l'Angleterre, qui a parodié l'histoire métallique de Louis XIV, l'Allemagne, et enfin Louis XVIII, imitateur de l'histoire métallique de Louis XIV par Laurent Stefanini, qui voulait venir ce soir, mais qui a été empêché à la dernière minute. Voilà. Bien. Et alors, je vais aujourd'hui vous parler du volume 2 qui est paru il y a 2 mois. Il est paru il y a 2 mois. Alors, ce volume 2, c'est donc, vous voyez, il est copieux. Il fait 620 pages et il comporte 290 illustrations
noir et blanc ou couleur, et 21 articles. 21 articles, c'est donc le fruit de 2 colloques. Un colloque qui a eu lieu au château de Versailles, c'est le deuxième de la série, en mai 2018, et puis un troisième colloque qui a eu lieu ici même, à la Monnaie de Paris, en juin 2019. Et j'en profite pour remercier encore Béatrice Coularé de nous avoir invités si aimablement. Ça a été un très beau colloque. Et donc là, nous avons, vous savez, j'ai fait le volume, c'était au moment du Covid, et donc j'avais le temps, mais j'ai donc réuni le colloque 2 et le colloque 3 dans ce volume. Alors, comment s'organise-t-il? Il comporte 5 parties. Ah oui, là c'était le frontispice, ça fait partie du livre. Vous avez montré une page du livre. Et voilà, et juste avant, reprenez celle qui était avant. C'était l'exemplaire du livre dans sa reliure en maroquin rouge, et c'est l'exemplaire de la Reine d'Angleterre. L'exemplaire de la Reine d'Angleterre, et j'ai eu la chance d'acquérir l'exemplaire personnel du roi George III d'Angleterre dans une vente américaine, dans un coin perdu en Caroline du Nord. Je ne sais pas, personne n'y a pensé. Je me suis demandé, personne en France m'a acheté ça, et même en Angleterre m'a acheté ça, et je l'ai acheté pour rien. Mais ensuite, j'ai eu les frais de port, et à côté de ça, la douane, c'était peu de choses. J'ai eu 700 € de frais de port. Donc, je comprends peut-être pourquoi les gens ne l'achetaient pas. Bon, et alors j'ai eu l'exemplaire du roi George III d'Angleterre, son exemplaire double, hein, duplicate, mais avec son ex-libris. Et alors là, vous avez l'exemplaire, le premier exemplaire, parce que ça, c'était le double. Le double, ça, c'est le premier exemplaire qui est donc à Buckingham Palace. Voilà. Alors, maintenant, voilà. Ça, c'était le volume 1. Il était en violet. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi, parce que c'était l'année où a eu lieu ce colloque. C'était 2015. C'était le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Et donc, nous avions une expo à Versailles avec les médailles de Louis XIV dans une. C'était Inès Villain-Petit qui avait organisé ça dans un cadre de deuil sur du velours noir. Ça représente très bien. Les médailles d'or de grands modules de Louis XIV. Il y avait tout un couloir qui était consacré aux médailles de Louis XIV, grand module, sur le velours noir. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et donc, je n'ai pas osé le noir, j'ai quand même mis le violet, c'est aussi une couleur de deuil, pour la couverture du premier volume, ce qui vous explique pourquoi donc, cette couleur. Et puis alors, je leur avais demandé, je leur avais envoyé 2 photos, il fallait une photo de la gravure et une photo de la médaille. Et alors, ils ont trouvé que la médaille ne leur convenait pas, et ils en ont mis une autre. Résultat, tout mon projet de couverture est tombé à l'eau, parce que c'est pas, ils voyaient bien ici que la médaille ne correspond pas exactement à la gravure. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu à ma photo, enfin, on ne sait jamais, vous savez, avec ces choses Internet, là, bon, ces choses informatisées, là, bon, voilà. Et puis, maintenant, le deuxième volume, donc, là, j'ai demandé du bleu, et là, j'ai été exaucé, mais c'est toujours pas exactement la médaille correspondante. Enfin, ça se rapproche plus, c'est la même légende, c'est, bon, voilà. Alors, donc, le plan de ce volume, il y a 5 parties. 5 parties. D'abord, une première partie sur l'élaboration de l'histoire métallique. Une deuxième partie là, qui rappelle le premier volume sur les sujets, c'est-à-dire les thématiques traitées. Une troisième partie sur Versailles. Une quatrième partie sur les antécédents, c'est-à-dire ce qui a servi de modèle, essentiellement les monnaies romaines impériales. Et puis, enfin, une cinquième partie sur la postérité. Et donc, je vais maintenant détailler ces 5 parties. Alors, la première partie, l'élaboration de l'histoire métallique. Oui, d'accord, on y arrive. L'élaboration de l'histoire métallique, voilà. Le premier article, c'est un article commun que j'ai rédigé avec mon étudiant ici présent, venu, Jean-Pascal Lassire, sur l'abbé Bignon et l'histoire métallique de Louis XIV. Donc, je vous expliquais que l'abbé Bignon, c'était le superviseur
de l'histoire métallique. C'était lui qui servait d'intermédiaire entre le ministre Pontchartrain, responsable de l'histoire métallique devant Louis XIV, et puis il était ministre de la Marine, ce qui explique que vous ayez beaucoup de médailles sur la Marine dans l'histoire métallique de Louis XIV. Et puis son neveu, donc l'abbé Bignon, qui servait d'intermédiaire et qui donc présidait les séances. Et donc Jean-Pascal Lasire a fait la première partie, enfin les 2/3 de l'article sur la contribution, il s'est servi des procès-verbaux pour la contribution de l'abbé Bignon à l'histoire métallique, et j'ai complété, c'est une idée qui est venue entre-temps, les médailles de Bignon lui-même. Les médailles de Bignon lui-même, et car Bignon s'est fait faire un certain nombre de médailles personnelles. Mais je vais vous en parler, et Jean-Pascal Lasire peut venir dire quelques mots sur la contribution de l'abbé Bignon à l'histoire métallique. Asseyez-vous, vous avez 3 minutes, Jean-Pascal. Oui, je le surveille. Oui, alors, à l'origine de cet article, il y avait un double constat. Le premier constat, c'était que Bignon faisait partie des contributeurs ordinaires des débats de l'Assemblée de la Petite Académie, future Académie royale des inscriptions, et donc il était mentionné comme un contributeur tel que Boileau, Charpentier, etc. Et il apparaissait, et ça m'avait d'abord interpellé de voir que quand on étudiait l'ensemble, quand on alignait tous les procès-verbaux, on s'apercevait que l'abbé Bignon intervenait de plus en plus dans les débats. C'était donc le premier constat. Deuxième constat, c'était que dans la recherche, il y avait comme un manque, puisque il y a eu des tas de littérature sur l'abbé Bignon en tant que bibliothécaire du roi. Alors, il y avait la thèse de Mme Bléchet en 1974, l'École nationale des chartes. Il y a eu les travaux de François Fossier plus récemment. Mais ces articles et ces publications mettaient l'accent surtout sur Bignon, bibliothécaire, et Bignon aussi collectionneur, un peu touche à tout, etc. Mais très 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 peu finalement de publications sur Bignon numismate. Alors, rien. pour ainsi dire, quelques mentions de Madame Bléchet, mais pour ainsi dire, vraiment pas grand-chose. Alors, je suis parti de ces contributions proprement dites, à l'occasion de l'examen de quelques médailles, dont vous avez ici un exemplaire. Il y a une autre médaille qu'on peut citer d'ailleurs, c'est le commencement du règne, avec sa fameuse devise Francorum Spes Magna qui a été retenue et qui a fait l'unanimité. Ça, c'est un point commun de toutes ces contributions. C'est très très rare de voir des propositions de l'abbé Bignon en termes d'élaboration de l'histoire métallique qui soient refusées par les autres. En règle générale, les autres s'inclinent. Et puis, l'autre sujet auquel je me suis intéressé, c'est non seulement Bignon contributeur, mais encore superviseur. Parce que si le registre journal le présente comme un contributeur lambda, il n'en était pas moins, par sa parenté évidemment avec son oncle Pontchartrain, eh bien, un intermédiaire entre la compagnie et son oncle. Et donc, entre autres choses, il supervisait non seulement les travaux pratiques, si j'ose dire, c'est-à-dire l'élaboration des dessins, des légendes, etc., mais en plus, il supervisait les travaux de secrétariat de l'abbé Tallemant. Donc, on avait très régulièrement une double signature à poser, celle de l'abbé Tallemant, celle de l'abbé Bignon. Voilà. Merci. Vous pouvez me montrer l'image suivante. Alors, l'image suivante, voilà. Donc, l'abbé Bignon était non seulement collectionneur de médailles, mais il s'en faisait frapper pour lui-même. Et ce qui est intéressant, il y en a plusieurs, un assez grand nombre, et ce qu'on remarque, c'est que là, je vous ai donné un exemple de ces médailles, celle qui a été gravée par Thomas Bernard, mais il va bientôt faire appel au même que celui qui fait les médailles du roi, c'est-à-dire Mauger. Alors, là, vous avez le revers, et voilà. Et là, vous avez une médaille par Mauger, un exemplaire bimétallique qui est au British Museum, et voilà, sa médaille par Mauger, et qui est du même module que celui de l'histoire métallique de Louis XIV. Et
Voilà. Et il a aussi fait faire des médailles, il s'est aussi fait faire plusieurs médailles par Ferdinand de Saint-Urbain, qui était le médailliste de la cour de Lorraine, mais alors là, en grand module. En grand module. Et là, c'est le module de l'histoire métallique de Louis XIV. Si vous voulez, c'est fait une histoire métallique à lui tout seul, en, en faisant travailler Murger, avec lequel qu'il connaissait bien, évidemment, et avec lequel il avait des relations. Alors, le deuxième article, c'est un article dont je suis l'auteur sur André Dacier, contributeur de l'histoire métallique. Donc, vous pouvez faire passer l'image suivante. Euh, 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 alors, André Dacier, qui était un érudit, membre de la Petite Académie, et donc j'ai étudié, d'après le registre journal, ses contributions. Et il préfère les ports ou les prises de ville, et surtout, dans ses contributions, elles sont souvent refusées. Il faut dire qu'il était influencé par sa femme, Anne Dacier, qui était une helléniste célèbre, et, et très souvent, les propositions influencées par sa femme, qui sont donc plutôt grecques que romaines, sont refusées. Alors, là, ce que vous avez, c'est toujours. Alors, passez à la suivante. À la suivante. Voilà, ça c'est Madame Dacier tenant le portrait de son mari. Vous avez bien fait de venir parce que c'était une image qui était prévue pour le livre, et puis ils me l'ont refusé. Ils me l'ont refusé. Ils trouvaient qu'elle n'était pas assez bonne. Pas assez bonne. Et donc, elle n'y est pas. C'est au château de Brissac, une image qui est au château de Brissac, propriété des ducs de Brissac. Et voilà. Et donc, ça montre bien le rapport du mari et de la femme. Elle avait beaucoup d'influence sur lui et ça ne lui a pas été très favorable dans l'histoire métallique. Donc, vous montrez la suivante. Alors, voilà un exemple d'ouvrage de sa femme. Là, elle a traduit Florus. Et il y a dans les débats, il mentionne Florus pour défendre l'usage d'un vocabulaire qui a été critiqué. Il mentionne Florus. Donc on voit là comment la femme d'Acier n'est pas dans la petite académie, mais elle exerce une certaine influence qui est souvent repoussée. Regardez la suivante. Bon, alors, la suivante, c'est pour l'article suivant, donc précédente. Voilà. Alors, l'article suivant, c'est un article de Léo Stamboul, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier et qui a écrit un article sur le sublime dans l'histoire métallique. Donc, il s'est intéressé à cette catégorie donc rhétorique, et il a essayé de montrer comment, chez deux auteurs, le sublime qu'ils connaissent est traité. Et les deux auteurs, c'est Charpentier et Boileau. Et pour lui, Charpentier renvoie à des références culturelles complexes, alors que Boileau, lui, il veut la simplicité sur le modèle des monnaies romaines. Simplicité dans les dessins et dans les inscriptions. Mais j'ai écrit juste. Alors voilà un exemple de sublime qui est repris à une monnaie romaine, une monnaie impériale romaine, sur le foudre qui agit et qui impressionne les spectateurs. Mais j'ai écrit un article juste après sur la contribution de Boileau à l'histoire métallique, et il se trouve que Boileau fait des propositions qui sont des références culturelles complexes, donc il n'est pas toujours aussi simple qu'il le dit. Il faut se méfier de ces gens qui font de la théorie et puis qui n'appliquent pas. C'est le cas de Boileau. Il commence par dire dans certains débats, moi je veux de la simplicité comme dans les monnaies romaines, mais ce qu'il propose souvent, ce sont des vers
et donc ce qui n'existait pas dans les monnaies romaines. Si on regarde ses contributions, on constate une dizaine de propositions qui sont des vers. Et certaines réussissent du fait de son importance en tant qu'historiographe du roi. Certaines de ces propositions réussissent. Donc on réussit à glisser des vers, des morceaux de verre, dans des médailles où en principe elles ne devraient pas être, car le modèle principal, c'est la monnaie impériale romaine. Et les monnaies impériales romaines ne prennent pas de verre. Ce sont des mots, des expressions simples. Alors il prétend à un certain moment, oui, il faut des expressions simples, mais lui-même pratique la référence culturelle complexe. Je vous donne un exemple d'une de ces interventions. Voilà ce que dit l'Assemblée. La médaille demande un autre style. C'est-à-dire que c'est des choses simples, et pas des vers. Cela dit, il a réussi à glisser quand même quelques extraits de Virgile. Comme ça vient de Virgile, finalement, l'importance de l'auteur l'a emporté sur le fait que c'était des vers et que ça ne devrait pas en être. Alors, la deuxième partie, donc les sujets. Où est-ce que j'en suis là de mon temps? Parce que vous m'avez donné une heure, 30 minutes. On est à la moitié. Alors, la deuxième partie, ce sont les sujets. Les sujets, alors, ça commence par un article que j'ai écrit sur la naissance du roi. Voilà, vous pouvez passer la suivante. Voilà. Alors, non, là, c'était dans le sublime, je pense. Alors, ici, la naissance du roi. La naissance du roi. Alors, la naissance du roi, la médaille de la naissance du roi, elle pose plusieurs problèmes. D'abord, évidemment, c'est la première médaille du recueil. La première médaille du recueil, et fait exceptionnel, il y en a deux. Il y a deux médailles, ce qui prouve qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre, et finalement, ils ont pris les deux. Alors, quelles sont ces deux médailles? Il y en a une première qui est antique, qui prend modèle d'un médaillon, voilà, qui est au cabinet des médailles, d'un médaillon de Sévère Alexandre à Périnthe. Et là, vous voyez, c'est la médaille sur modèle antique. Mais certains ont trouvé qu'il fallait quand même quelque chose pour la naissance du roi, quelque chose de chrétien. Le chrétien, il y a dans le groupe un, c'est le plus vieux, qui en est resté au début de la petite académie, qui veut des sujets chrétiens. Et ça ne plaît pas aux autres. Ça ne plaît pas aux autres qui veulent des sujets antiques. Et là, pour la médaille de la naissance, on a les deux. Et vous avez donc une médaille sur un thème astrologique, sur un modèle. Et puis, la médaille chrétienne où on voit un ange qui apporte le dauphin à la France, en connaissance. Voilà, un cadeau du ciel. Coeli bonus. Bien. Et donc, mais ce qui va se passer, c'est que dans la deuxième édition, 1728 du livre, 1723, on ne va conserver que la deuxième, et éliminer l'image antique, ce qui n'était pas dans l'esprit de l'histoire métallique. Car l'histoire métallique, son grand modèle, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est les monnaies impériales romaines. Et puis, le deuxième article dans cette partie sur les sujets, voilà, c'est Marie-Claude Canova-Green, qui est professeure à Oxford, qui a proposé un article sur le retour du roi à Paris en 1652, donc juste après la Fronde, son retour à Paris. Et elle analyse les différents états du projet d'après les procès-verbaux et constate une évolution de l'entrée du vainqueur dans une ville conquise vers une autre image assez proche, mais légèrement différente, qui est celle de l'impérator triomphant, qui est le modèle des statues équestres qui se répandent alors en France, notamment la statue de ce qui est devenu la place Vendôme, qui fait l'objet d'une autre médaille, je crois que je l'ai reproduite, voilà, la médaille de l'actuelle place Vendôme, pour un prince excellent. Bien, donc vous voyez, elle étudie ce sujet du roi à cheval.
pour le retour du roi à Paris en 1652. Et puis, comme troisième article de cette partie sur les sujets, nous avons, et ça fait écho à l'article dans le premier volume de M. Christian Charlet sur les interventions militaires en Catalogne, nous avons l'article d'une Allemande qui était doctorante à l'époque, doctorante à l'université de Munich, Isabelle Schubal, et qui a traité donc l'image de l'Espagne dans le livre. Et elle constate que c'est une centaine de médailles. Une centaine de médailles, c'est-à-dire un tiers, à peu près un tiers du volume. Ce qui est donc non négligeable, c'est quand même le plus important dans ce volume à propos des sujets. Et elle constate que l'image de l'Espagne va être adaptée pour servir à la gloire du roi en guerrier, dominateur et pacificateur. Et l'exemple que je vous ai mis, c'est 1684, la trêve de Ratisbonne, où Louis XIV dispense les territoires conquis aux Pays-Bas espagnols de paiement. Et le titre, c'est donc « Remise faite aux Espagnols des contributions qu'ils devaient ». Ah oui, dans le livre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le texte est en français. Le texte qui décrit la médaille, qui décrit l'événement, tout ça, c'est en français. Et en bas, vous avez un petit paragraphe qui décrit la médaille et on vous met la légende en latin avec la traduction française. Parce qu'on a quand même en vue un public plus large que les érudits. On veut viser un public plus large. Et donc là, ce que je vous ai donné, c'est la traduction. Et les traductions sont pas toujours, sont un peu larges. Souvent, à la mode de l'époque, elles interprètent. Ici, vous voyez, c'est remise faite aux Espagnols des contributions qu'ils devaient. Voilà. C'est un peu simplifié par rapport à la légende latine. Et qu'est-ce que ça représente? Donc Louis XIV qui est là entre l'Espagne et la victoire. La victoire, et il présente l'Espagne reconnaissante, vous voyez qui s'incline, et elle a un petit lapin comme l'a montré Christian Charlet, un petit lapin qui la présente. Je crois qu'il y a une attention un peu satirique. Le coq gaulois, il n'apparaît jamais dans les médailles de Louis XIV. Ça fait trop basse-cour. Mais le lapin espagnol, il apparaît souvent. Il apparaît souvent. Enfin, souvent, 2 ou 3 fois. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'était une tradition depuis l'Antiquité que le lapin soit l'animal espagnol. Pareil, il y en a beaucoup en Espagne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'était comme ça. Et je crois qu'ils ont insisté là-dessus. On a 3 médailles où on a ce lapin pour représenter l'Espagne. Et pourquoi est-ce que pour la France, on n'a pas le coq, hein? Je crois qu'il y a une notion, ici, il y a une notion de noblesse. Et pour la France, ils n'ont pas osé mettre le coq, ils l'ont évincé. Et pour l'Espagne, ils le mettent. Ils n'ont pas exagéré parce que ça aurait été trop visible, mais ils l'ont mis 3 fois. Ils l'ont mis 3 fois, c'est vrai que c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Bon. Enfin, vous avez dans cette deuxième partie sur les sujets un article de Daniela Del Pesco, qui est professeur émérite à l'Université de Rome, sur le mythe d'Hercule dans l'histoire métallique. Vous pouvez nous montrer la suivante, voilà, le mythe d'Hercule. Et peut-être celle d'avant, non, c'était... non, c'était la suivante. Le mythe d'Hercule dans l'histoire métallique, et elle montre une évolution du traitement de ce mythe. Dans les années 60, le mythe d'Hercule montre les vertus du roi, et dans les années 90, ça illustre les guerres de conquête. Et comme exemple, on peut prendre la victoire de Stafford. La victoire de c'était avant, la victoire de Stafford. La victoire de Stafford, et vous voyez, à Staffordham. La victoire de Stafford, c'était donc la guerre contre la Savoie. La guerre contre la Savoie, où la France est représentée comme Hercule qui est vainqueur du Centaure. Du Centaure, pourquoi? Et elle nous explique pourquoi. Parce que le duc de Savoie avait pris comme devise un centaure. Et c'est donc, vous voyez, une référence à une époque antérieure, c'était à l'époque de Henri IV. À l'époque de Henri IV, il y avait des médailles du duc de Savoie. Et déjà, Henri IV avait répondu aux médailles du duc de Savoie. Et on continue à l'époque de Louis XIV. Et j'ai donc consacré à ces médailles du duc de Savoie un article dans les mélanges Marc Bonpère qui vont bientôt paraître cette année. Et puis, pour conclure en beauté
cette partie sur les sujets, nous avons l'article d'Inès Villela-Petit sur l'architecture en médaille. L'architecture en médaille, et Inès Villela-Petit commence par une histoire des médailles de fondation. Et elle étudie l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir, mais vous vous en souvenez, c'est la fameuse médaille grand module du Val-de-Grâce. Elle l'étudie et alors elle montre comment dans l'Antiquité, les médailles de fondation étaient des monnaies ordinaires. Et puis à partir de la Renaissance, elle porte l'image du bâtiment dans lequel elles sont incluses. Et là, la médaille du Val-de-Grâce comporte l'image du bâtiment lui-même. Et donc voilà, on a donc une histoire, un récapitulatif historique des médailles de fondation. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que l'architecture devient sujet de médailles, pas uniquement pour les médailles de fondation. Pour les médailles de Louis XIV, vous avez un certain nombre de médailles qui présentent des bâtiments, ou alors, c'est l'intérêt, non, on va rester là-dessus, ou alors des plans. Parce que l'intérêt de l'article de d'Inès Villela-Petit, c'est qu'elle étudie les médailles plans. Alors, il y a un certain nombre de médailles qui nous présentent des plans, donc là, il a fallu avoir une documentation et une des caractéristiques de l'histoire métallique, ce sont les médailles plans. Et ici, vous avez une médaille avec le plan du port de Rochefort. Hein. Roupie Fortune. Hein. Voilà. Et puis, Neptune qui se rajoute au début, mais au premier plan. Mais l'intérêt de la médaille, c'est de nous présenter le plan du port. Hein. Ces médailles sont assez nombreuses, les médailles ports. Et il y a un certain nombre de médailles des ports, et je vous ai expliqué pourquoi on a tant de médailles des ports. Que je me souvienne, il n'y a pas de médaille de forteresse. Pourtant, Vauban, ça aurait permis, mais non. Je ne me souviens pas de médaille de forteresse, mais il y a les médailles ports. Et je vous ai expliqué pourquoi. Le ministre responsable de l'histoire métallique, c'est en même temps le ministre de la Marine. Le ministre de la Marine, Pontchartrain. Et je crois que c'est la raison qui explique cela. Je n'ai pas souvenir de forteresse de Vauban qui soit représentée en métal. Pourtant, après tout, on aurait pu aussi mettre le plan des forteresses. Non, on a des ports. Des ports. Ce n'est pas le seul. Il y a je vous ai montré tout à l'heure le port de Toulon. Le port de Toulon, on privilégie les ports pour la raison que je vous ai expliquée. C'est donc Inès Villela-Petit qui conclut cette deuxième partie sur les sujets des médailles. Et nous arrivons à la troisième partie sur Versailles. Sur Versailles, au départ, j'avais 3 articles, et puis il y en a un a été expulsé. Je ne vous dirai pas de qui, mais il a été expulsé. J'ai tout fait j'ai écrit 2 lettres pour qu'on le garde, mais ça n'a pas été possible. Bon. Néanmoins, nous avons quand même 2 articles, un de Robert Wellington. C'est lui qui, dans le premier volume, il est maître de conférence en Australie. Lui qui, dans le premier volume, avait présenté le destin de l'histoire métallique dans les pays exotiques. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que là, que je ne me trompe pas, parce que sinon, je vais couper tout. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça devait être quelqu'un qui avait un peu de musique, celui-là, qui est dans Oui, en partant, on prend pas un peu de trop. On a joué le bon bruit. Là, vous avez partagé. Ah, voilà. Voilà. Bon, voilà. Alors, Robert Wellington, dans le premier volume, avait traité de la diffusion de l'histoire métallique dans les contrées exotiques. C'était un sujet passionnant parce qu'on n'imagine pas que les Indiens d'Amérique voulaient des médailles de Louis XIV pour être enterrés avec. Il n'y avait pas que l'Amérique d'ailleurs, il y avait la Perse. L'histoire métallique a véritablement eu un destin international et même dans des pays les plus inattendus.
inattendus. La Perse, donc les sauvages du Canada, le Siam, puisque vous savez qu'il y a une ambassade de Siam pour Louis XIV, donc le roi de Siam a eu ses médailles. Il y a donc une très large diffusion dans les contrées exotiques où on appréciait ces médailles de Louis XIV. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est les Indiens d'Amérique. Alors, dans ce deuxième volume, il essaye de reconstituer le cabinet des médailles de Versailles, qui a disparu aujourd'hui, qui a été remplacé par une autre pièce, une autre salle, et il fait l'histoire de ce cabinet des médailles, et surtout très intéressant, il va essayer de reconstituer par les moyens informatiques, et vous avez là sa reconstitution du cabinet des médailles, qui était en même temps un cabinet des antiques, hein, avec sur les côtés les meubles qui devaient accueillir les médailles. Vous voyez, c'est schématique, mais ça vous donne une idée à quoi ressemblait le cabinet des médailles de Louis XIV. On a conservé, et ils sont produits dans le volume, quelques meubles qui étaient des médaillés, vous voyez, c'est en incrustation d'ivoire et d'ébène, et ils sont produits dans le livre. Ils reconstituent la place du mobilier dans la pièce, mais ils nous montrent aussi quelques exemplaires qui ont été conservés aujourd'hui. Et puis, après l'article de Robert Wellington, vous avez l'article de Gérard Sabatier, professeur d'université émérite, et qui, lui, nous parle des médailles de Louis XIV et de la Galerie des Glaces à Versailles. Il montre les rapports entre les deux. C'était un sujet qui s'imposait parce que ceux qui ont fait la Galerie des Glaces étaient aussi membres de la Petite Académie. Donc, il n'est pas surprenant de voir qu'on ait les mêmes sujets qui soient traités dans la Galerie des Glaces et dans l'histoire métallique. Ses membres, c'est Racine, Boileau, Tallemant, Charpentier, Félibien, Vincent. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Et puis, le livre de Lebrun de 1687, Explication des tableaux de la Galerie de Versailles, sort sur sa première page d'un bandeau où on voit donc à la base d'un obélisque une médaille de Louis XIV. Je sais bien qu'elle est ovale, mais enfin, c'est quand même, ça vous montre quand même la force de l'imaginaire numismatique dans tout ce qui concerne la Galerie des Glaces. Et vous avez dans la Galerie des Glaces plusieurs scènes qui sont présentées comme des médailles sous une forme ronde. Pas toutes, mais certaines d'entre elles. Ce n'est pas étonnant. Et les muses qui sont ici autour de cette médaille de Louis XIV. On dit la médaille et les muses. Et nous arrivons maintenant à la quatrième partie du volume avec les antécédents. Les antécédents, c'est-à-dire les modèles, et Jordan Blondel, qui était un de mes étudiants, a continué ses études des monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV. Il avait déjà commencé dans le premier volume, il s'était contenté du volume de 1702, du livre de 1702. Et maintenant, dans le volume 2, il étend son analyse sur les modèles romains au volume de 1723, c'est-à-dire aux médailles qui ont complété l'histoire du règne de Louis XIV. Alors, il constate une tendance à la simplification. Maintenant, c'est un certain Gros de Bose qui supervise, c'est plus Bignot, c'est Gros de Bose, et l'influence va vers la simplification des images. Et j'ai choisi une des médailles qu'il étudie, c'est la médaille de la paix des Pyrénées, qui a pour modèle un double denier de Philippe Ier, frappé à Rome en 248, et qui nous présente le temple d'Auguste. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est copié sur le temple d'Auguste, c'est l'image suivante, copié sur le temple d'Auguste, que vous avez ici dans un double denier de Philippe Ier, qui a été frappé à Rome en 248. Donc, il a fait ça pour toutes les médailles qui ont été rajoutées dans l'édition de 1723. Et il a trouvé les sources romaine.
qui sont fondamentales pour tous les académiciens. Et même dans les médailles qui nous présentent des scènes modernes, on a toujours à l'arrière-plan des médailles antiques, des médailles romaines, essentiellement impériales. Il y a très peu de modèles de médailles républicaines, de monnaies républicaines. Ce sont les monnaies impériales qui servent de modèle. Alors, revenez un peu en arrière, montrez-nous la scène, si elle est à la moderne ou à l'antique. Elle est allégorique. Elle est allégorique. On voit la France et l'Espagne. C'est la paix des Pyrénées, hein, le colloque de la Bidassoa, les conférences sur l'île de la Bidassoa. Voilà. Et à l'arrière-plan, vous avez voilà, ce modèle romain. C'est un exemple, mais la plupart des médailles sont ainsi. Que ce soit une scène moderne ou une scène antique, ou ici, une scène allégorique. Je note une chose aussi, c'est l'importance de l'héraldique. L'Espagne est représentée avec son blason, la France aussi, sur un bouclier. Les allégories des pays sont souvent avec leur blason. Ça, j'en parle parce qu'on va voir la médaille que Laurent Stefanini a étudiée. Mais avant cela, je termine sur les antécédents. William Eisler, donc spécialiste des médaillistes d'acier, a étudié les histoires métalliques de la papauté et de Louis XIV comme deux discours en conflit. Et voilà. Et alors, il constate que la petite académie ne parle jamais des médailles papales. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que ce sont quand même les papes qui ont inventé la notion d'histoire métallique. Ce sont eux qui faisaient frapper une médaille chaque année, avec à chaque fois une image différente. Et donc, il constate qu'il y a une concurrence, mais une concurrence qui ne se dit pas. Et il le montre, comme par exemple, quand les papes et Louis XIV traitent le même sujet. L'entrée de la reine Christine. L'entrée de la reine Christine. Ici, vous avez une image d'une médaille romaine, l'entrée de la reine Christine à la porte du peuple, qui existe encore aujourd'hui, vous la connaissez sans doute. Hein. Et le même sujet est repris pour l'entrée de Christine à Paris. Et vous voyez, ce n'est pas du tout le même traitement, mais le sujet est le même. Le sujet est le même. Donc, ils sont en concurrence. Et ils ne parlent jamais des médailles. Et pourtant, il y a aussi des publications. On publie l'histoire métallique de la papauté à cette époque. Donc, c'est ce que montre William Eisler. Et c'est tout à fait intéressant parce que c'est du non-dit. Du non-dit, la concurrence avec les médailles des papes, qui ont fait bien mieux avant nous. Hein. Bon. Et puis, sur les antécédents, à propos du livre, vous avez l'article de Léa Gagnon, une de mes étudiantes, qui va comparer le grand album de propagande royale qui avait été publié par l'Imprimerie royale en 1649 par Jean Valdor, Les triomphes de Louis le Juste. Et elle va comparer ça avec le livre des médailles de Louis XIV de 1702, et elle constate que l'esthétique change. La nouvelle esthétique sous Louis XIV, c'est une esthétique qui est beaucoup plus uniforme, alors que les triomphes de Louis le Juste, 1649, j'ose pas utiliser le mot de baroque, parce que c'est un mot galvaudé, mais c'est une esthétique qui est beaucoup moins uniforme. Alors, elle compare les images et constate les différences. Et par exemple, ici, sur le sujet de la réduction des protestants. Ici, vous avez le rétablissement des ecclésiastiques en Béarn, où on voit Louis XIII avec l'Église catholique et qui foule aux pieds l'hérésie protestante. Et ensuite, comment est-ce que c'est traité? Alors, vous voyez à l'arrière-plan, vous avez une scène assez animée. Et c'est traité ensuite pour les médailles de Louis XIV, vous voyez, beaucoup plus simplement, mais le schéma est le même. On voit ici le roi qui foule au pied l'hérésie, comme c'était le cas dans le livre de Jean Valdor, mais la religion qui le couronne. Bon.
Et c'est plus flatteur, plus flatteur. Donc, elle compare ici, bon, je vais vous donner un seul exemple, mais elle compare aussi pour les plans de ville. On trouve dans les triomphes de Louis le Juste des plans de ville et on les retrouve dans les médailles de Louis XIV. Et nous arrivons maintenant à la postérité, qui est la 5e partie de ce volume. La postérité, et ça commence, cette partie, par un article de Marco Calegari, qui est professeur à l'Université catholique de Milan, et qui met, comme souvent les Italiens, il nous met un titre en latin. Imperialium numismatum inscriptionibus contextum, hein, le panégyrique de Louis XIV de Giovanni Antonio Mezzabarba, 1703. 1703, c'est donc juste après la publication de l'Histoire métallique, et il montre cette publication qui est un panégyrique de Louis XIV par un religieux italien qui avait été appelé à Paris et qui fréquentait les milieux de l'Académie des inscriptions et médailles. Et le texte latin est émaillé de légendes de monnaies romaines, et les initiales reproduisent ces monnaies romaines. J'ai choisi un exemple, la lettre S, qui reproduit une monnaie d'Adrien. Je pense que la monnaie est là, vous pouvez elle est dans l'image suivante. Voilà, qui reproduit une monnaie d'Adrien, 134, 138. C'est donc un épiphénomène, si vous voulez, de l'histoire métallique de Louis XIV en tant que livre. Et puis Charlotte Rousset, qui est ici présente, et je la remercie d'être venue, a publié dans ce volume 2 un article intitulé « Le livre des médailles du règne de Louis XV vers une nouvelle histoire métallique du souverain ». Eh bien, Charlotte, venez prendre la place. Je vous ai donc dit quelles étaient les images que j'avais choisies, et vous pourrez donner ici à cette prochaine image pour révéler et merci beaucoup donc, pour cette belle présentation de ce soir. Donc merci aussi pour la publication de ce livre et puis à la Sénat et à la Monnaie de Paris de nous permettre donc cette petite présentation. Alors effectivement, moi j'ai consacré donc ma thèse aux médailles de Louis XV, le successeur de Louis XIV. Et effectivement, il y a un constat en fait qu'on peut d'emblée affirmer, c'est qu'aucune histoire métallique de la même ampleur que celle de Louis XIV, qui est publiée donc en 1702 puis augmentée et rééditée en 1723, ne voit le jour. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression que Louis XV ne s'intéresse plus à la médaille, qu'il s'intéresse uniquement à la botanique, aux sciences, et que finalement, la grande période de la numismatique est révolue. C'est à nuancer, puisque effectivement, il va quand même y avoir 3 tentatives de publication des médailles de Louis XV. Alors la première, c'est celle que Monsieur Loscoutov vous montre, enfin vous a montré et est toujours présentée donc à l'écran, qui est celle de Nicolas Godonèche, donc les médailles de Louis XV, un ancien commis du cabinet des médailles, quelqu'un d'assez peu connu, sur lequel il y a relativement peu de choses. J'entends non pas comme travaux, mais comme source. Enfin, on connaît peu de choses à son sujet. Cet ouvrage est censuré par l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour ne pas, enfin, qui s'appelle l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, pour ne pas avoir obtenu le privilège royal. Mais donc, cet ouvrage paraît dans les années 1720, mais deux publications suivantes vont voir le jour, alors toujours de Godonèche, mais sous le nom de Fleurimont, dans les années 1730, puis dans les années 1740-48 à peu près. On voit vraiment qu'il y a une influence évidente de l'ouvrage Louis XIVien, tout en ajoutant des décors typiques rocailles. Donc, c'était le sujet de ma communication. Et puis, avec donc ces 3 publications qui vont être donc censurées, mais collectionnées quand même par les grands numismates du XVIIIe siècle. Il est très présent dans les collections, beaucoup moins que l'histoire métallique de Louis XIV, mais il est quand même présent dans les collections. Il va y avoir... là, c'est Fleurimont. Hein. C'est les années 1730. Le deuxième, merci. Et il va donc y avoir 2 autres publications. Alors, je crois que, voilà, c'est celle d'un certain Augustin Gaumont, qui s'est ajouté une particule, qui se fait appeler Augustin Gaumont de Vernon, et qui va publier les glorieuses campagnes de Louis XV, le bien-aimé, en s'inspirant très fortement, là encore, des médailles Louis XIViennes, en inscrivant donc des médailles. Alors, c'était
probablement pas des médailles destinées à être frappées, puisque ce sont des médailles pleinement allégoriques qui s'inspirent de Ripa, qui sont traduits donc par Baudouin, qui s'inspirent d'Alciade, de ses recueils d'iconologie et d'emblèmes. Mais en tout cas, alors je ne sais plus s'il y a une image. Voilà, non, ça, c'est pas ça. Bon, bah, c'est pas grave, il n'y a pas d'image. Mais ce sont voilà, des médailles totalement allégoriques qui représentent donc les gloires militaires du souverain sous forme de médailles. Et enfin, la troisième et dernière... Sur le frontispice, là, Titan est en train d'écrire l'histoire, oui, qui est en train d'écrire l'histoire de Louis XV. l'histoire de Louis XV. Elle est assez pied comme médaille antique. Oui, des monnaies, mais en fait, c'est toutes des monnaies d'empereurs qu'on peut. Alors, je les ai identifiées dans ma thèse, mais là, je les connais plus par cœur. Mais bon, c'est les grands empereurs de l'Antiquité, effectivement. Et puis, enfin, la dernière présentation, merci, est celle, enfin, une commande officielle de l'Académie royale des inscriptions, qui se dit que quand même, on ne peut pas laisser ce siècle sans histoire métallique, surtout après celle de Louis XIV, et qui va donc demander au célèbre, très célèbre dessinateur Charles-Nicolas Cochin, fils de Cochin, père, d'entreprendre un travail absolument considérable, la nouvelle histoire métallique de Louis XV, et de les dessiner dans des grands décors, comme vous en voyez là un exemple. Mais malheureusement, alors, ce projet est vraiment considérable, et d'ailleurs, les registres de l'Académie qui sont conservés à l'Institut de France en parlent bien, hein, c'est vraiment quelque chose d'une ampleur considérable. Et Cochin va demander à d'autres artistes du temps, donc de Boucher, Vien, voilà, des grands artistes aussi, de travailler avec lui, mais bien évidemment toujours sous sa surveillance, pour publier donc ces planches qui devaient servir donc à l'histoire métallique du souverain. Malheureusement, Claude Gros-de-Boz meurt en 1753, et ce grand personnage qui est secrétaire de l'Académie, qui est le grand spécialiste des médailles, même sous le règne de Louis XV, quand il meurt, eh bien, ce projet en fait ne voit pas le jour, et malheureusement en fait. Aucune histoire métallique du règne de Louis XV ne sera publiée, mais il reste quand même 3 tentatives qui révèlent en fait une influence évidente des médailles, de l'histoire métallique de Louis XIV. Oui, voilà. Nous avons une médaille de Louis XIV, on en parle de Louis XV. Là. Oui, parce que c'est la prise de pouvoir en fait. Enfin, c'est la première gravure. C'est la première gravure, La voilà. première gravure de la série. Exactement. Et on voit dans le cadre, enfin ici, la représentation de la mort de Louis XIV, en fait. De Louis XIV, la mort de Louis XIV. Oui, oui, voilà, avec Louis XV enfant. Voilà. Merci. Merci à vous. Après Charlotte Rousset, vous avez un article de Laurent Stefanini qui s'excuse, il voulait venir, il n'a pas pu. Et sur la médaille offerte par les États de Corse au roi Louis XV en 1770, père de la patrie ou roi très chrétien. Alors, dans cet article, Laurent Stefanini retrace les relations de la France et de la Corse au XVIIIe siècle. Il évoque la délégation conduite à Versailles par Monseigneur Stefanini et la médaille conçue à cette occasion par Charles Norbert Retiers, dont les coins sont conservés ici même. Voilà, vous avez donc l'avers et maintenant le revers. Et on constate quand même l'image, comme le constate Laurent Stefanini, est nouvelle quand même par rapport à ce qu'on voyait dans les médailles de Louis XIV, mais il y a quand même cette présence de l'héraldique qui nous rappelle l'histoire métallique de Louis XIV, et puis le blason de la Corse qui est tenu par une allégorie de la Corse. Voilà. Et les coins sont donc conservés ici et sont reproduits dans l'article de Laurent Stefanini. L'article suivant est celui de Katia Schall, qui enseigne à l'université de Poitiers, et sur l'histoire métallique du comte de Chambord, 1820-1883. Alors, il y a une très abondante production métallique dont Katia Schall a fait l'inventaire au musée Carnavalet, qui en possède une collection importante.
Et dans l'ensemble, le modèle Louis XIV n'est plus d'actualité, mais certaines médailles continuent de s'en inspirer, telle celle-ci. Et pour vous montrer la suivante, vous avez ce qui a servi de modèle chez Louis XIV. La voici, c'est la médaille de la paix de l'Église. La médaille de la paix de l'Église qui est reprise pour la médaille de l'hommage, vous pouvez revenir en arrière, l'hommage des légitimistes de France à leur roi à l'occasion de sa majorité 1833. Vous voyez, il n'y a plus aucun rapport. Il n'y a plus aucun rapport, le sujet n'est plus du tout le même, la paix de l'Église et puis l'hommage des légitimistes, mais l'image est identique. Identique. Il y a quelques exemples comme ça dans l'histoire métallique du comte de Chambord, si on peut dire, quelques exemples. C'est une médaille qui est due à Amédée Pierre Durand. Et nous avons ici présent un étudiant dont le sujet est les médailles du 19e siècle et qui m'a dit tout à l'heure que les préfets étaient inquiétés par ces afflux de médailles du comte de Chambord et ne savaient plus que faire. Bon, ben, je ne suis pas surpris car la production est extrêmement nombreuse et non seulement en médailles, mais les médailles reprises sur des objets, sur des boîtes, sur des... Il y avait une très forte propagande qui n'a pas abouti, mais une très forte propagande autour du comte de Chambord. Et Thomas Coccano, dans l'article suivant, nous instruit de la présence des médailles de Louis XIV dans les sources écrites en Angleterre. Alors Thomas, venez s'il vous plaît nous présenter en deux mots votre article, l'essentiel de son événement. C'est vrai que pour la question de l'Angleterre, moi je m'étais concentré sur le XVIIIe siècle, le tournant post-glorieuse révolution, et par rapport à la France, en fait, une période de quasi-guerre constante. Et on retrouve en fait en 1703 une médaille qui est produite durant la guerre de succession d'Espagne, qui va créer en Angleterre deux grandes critiques majeures. Est-ce qu'on peut représenter un sujet sur une médaille qui porte le buste de la reine? Et la deuxième critique qui est faite, c'est une trop grande ressemblance à une médaille française qu'on a vue un peu plus tôt. Qui est... Ah non. Non, alors, c'est la médaille du retour du roi. Voilà, du retour du roi qui a été... qui a servi en tout cas de... Quel a été le résultat alors? Quel a été le résultat de cette imitation? Alors, le résultat direct, en tout cas sur l'Angleterre, c'était une suspension de la production à partir de la fin de 1703. À l'atelier monétaire, il a fallu près de 2 ans et demi au maître de l'atelier, avec des négociations auprès du ministère de la Monarchie pour obtenir le retour de la production. Et aussi, il y a eu, l'une des grosses critiques qu'il y avait, finalement, il y a eu une grande critique de la copie potentielle par rapport à une médaille française, mais il y avait aussi une critique essentiellement interne et politique, celle d'associer la figure équestre très proche de la médaille française, en fait, à la figure de Marlborough qui prenait du poids politique en Angleterre et de son influence auprès de la reine. Donc, ça a été, c'est vrai, un point de départ de la réflexion pour s'interroger sur la présence et la connaissance des médailles françaises en Angleterre. Déjà, pour que le graveur puisse la copier, il fallait qu'il la connaisse. En 1703, même dans des échanges ou dans la presse, les descriptions sont souvent très sommaires. Et donc, on a eu, et donc, pour pouvoir la copier d'une manière aussi proche, il a fallu sans doute la voir ou très bien la connaître. Mais le deuxième point aussi qui est important, c'est que pour pouvoir critiquer cette médaille comme une copie, la critique a dû aussi connaître cette médaille. Ce n'est
ce n'était pas forcément que le graveur. Donc, la question centrale était de savoir comment ces médailles-là de Louis XIV étaient connues en Angleterre. Et en fait, ça m'a amené à arriver sur en fait un deuxième point qui est un exemplaire qui est présent en Angleterre et qui aurait été dans la bibliothèque personnelle d'Isaac Newton, qui était en fait au tournant, à la fin du règne de Guillaume III et à la fin du XVIIe siècle, qui était membre de l'atelier, d'abord comme directeur, puis comme maître d'atelier monétaire. Et en fait, en vis-à-vis donc de la médaille pour le secours donné aux Hollandais, on retrouve une note manuscrite qui est une note en fait très proche, c'est sans doute une des étapes de la composition de la médaille de la victoire de Blenheim, donc victoire de 1704, mais en Angleterre, on est en pleine période justement de suspension de la production, et la médaille n'est produite qu'en 1706. Donc ça donne une temporalité à peu près d'entrée en possession par Newton, même si j'ai toujours une interrogation, pourquoi le positionnement de cette note manuscrite à cet endroit-là? Il n'y a pas forcément de lien entre ce que nous indique la page et en fait cette note manuscrite de commémoration sur la victoire. Donc c'est un peu toujours une interrogation que j'ai, pourquoi spécifiquement à cet endroit-là. C'est vrai qu'à partir de 1706, on avait, pour les autorisations de gravure, on donnait une autorisation par les officiers principaux de l'atelier souvent sur des morceaux de papier. Alors, je ne sais pas si c'est un reliquat de la composition. Est-ce qu'il y a eu une consultation de l'ouvrage par Newton à un moment donné? En 1704, on sait qu'il veut commémorer, qu'il souhaite absolument faire une commémoration pour les victoires de la campagne de l'année. Donc, c'est peut-être au cours de la consultation de l'ouvrage, en 1704, est-ce que c'est un positionnement en 1705 ou 1706, au moment du renouveau de la production en novembre 1706. Donc, c'est vrai que le positionnement pose question, mais en tout cas nous permet de savoir qu'au cœur même de l'atelier, on avait accès au volume et donc à l'image aussi de Louis XIV, qui permettait, je ne vais pas dire forcément de la copier ou de la parodier, mais de pouvoir d'une certaine manière s'inspirer pour pouvoir la détourner au profit de la monarchie anglaise. Merci. Donc, ce volume-là, vous avez un exemple ici du volume in quarto. Volume in quarto, donc accessible dans le commerce, et qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de Trinity College à Cambridge. Je vais aller le voir, d'ailleurs, cet exemplaire. Il n'y a pas beaucoup d'annotations. Il y a une autre page où on a une feuille volante. Mais c'est l'exemplaire de Newton qui était donc directeur de la monnaie. Le même Newton, le scientifique que tout le monde connaît. Bien. Et cette partie donc sur la postérité continue avec, dans le Nord, avec les médailles de Gustave III de Suède et celles de Louis XIV par une professeure à l'université d'Uppsala, et donc qui nous montre que Gustave III, de culture francophile, eut sa série métallique de 82 pièces, et le livre fut calqué sur le modèle Louis XIVien jusque dans son titre. Et malheureusement, ce livre demeura à l'état de planche en raison du manque de financement.
Et on n'avait pas regardé la dépense, on avait envoyé les artisans à Paris pour s'informer. Et ils sont donc revenus en Suède pour commencer à produire ce livre qui n'a pas été complètement publié. Et il n'a été publié qu'au XIXe siècle dans une édition confidentielle. Alors, je vous ai montré un exemple, hein, le prince Gustave, chancelier de l'université d'Uppsala, 1764. Certaines médailles ressemblent à celles de Louis XIV. Peut-être que j'en ai présenté une, la tolérance, voilà, la tolérance religieuse établie. Hein. Gustave a accepté les catholiques. Vous voyez, c'est un peu l'image renversée de tout à l'heure. Tolérance religieuse établie. D'autres sont plus originales. Regardez celle-ci. Voilà. La capture des baleines. Médaille de la capture des baleines qui nous présente des choses qu'on ne voit pas chez Louis XIV, comme des icebergs ou des baleines. 1774. Et enfin, nous terminons, donc là, vous voyez, c'est essentiellement les pays du Nord. Les pays du Nord. Nous terminons le parcours et le livre avec un article qui est l'objet d'une collaboration entre deux professeurs allemands d'université allemande, Thorsten Fried, qui est professeur à l'université de Greifswald, et Mark Hennerer, professeur à l'université de Munich, et qui nous propose un article qui a posé des problèmes avec l'éditeur, mais nous avons réussi, à force d'arguments, à force de lettres, nous avons réussi à le maintenir, parce que c'est un article de 70 pages. 70 pages. Mais c'est écrit, les auteurs ont écrit des lettres, on a réussi à le maintenir. On a réussi à le maintenir, mais il méritait d'être maintenu, parce que c'est un article passionnant. C'est la diffusion des médailles de Louis XIV et de leurs livres dans le Saint-Empire. Dans le Saint-Empire. Alors là, vous avez là un exemple de l'efficacité allemande. Nous avons une carte du Saint-Empire avec les livres, la diffusion des livres. Vous avez l'édition de 1723 in folio, l'édition de 1702 in folio, l'édition de 1702 in quarto, les éditions bilingues, car il faut savoir que l'histoire métallique de Louis XIV a été traduite en allemand. Et il y a 2 éditions allemandes. Et alors j'en ai vu, c'est extrêmement curieux de voir la page française. Il faut vous dire une chose, j'ai oublié de vous dire, l'imprimerie royale a créé des caractères spéciaux, le romain du roi pour imprimer ce livre. Et donc, on a la belle page romaine et à côté, en gothique, le texte allemand en gothique. Je crois que ça crée un choc. Je crois que c'est mis le texte gothique, vous allez le voir. Le voilà, le voilà. Bon. Alors, non seulement il y a eu des traductions, 2 éditions traduites, mais donc c'est véritablement cet article une démarche exhaustive. On a la carte de la diffusion de l'histoire métallique sous la forme du livre et sous la forme des collections de médailles. Et puis, on en tire des conclusions sociologiques. L'édition officielle in folio est plutôt réservée aux princes, c'est évident, puisqu'elle a été donnée par la cour. L'édition in quarto aux ministres, aux nobles, aux érudits, qui sont souvent des religieux. L'édition bilingue à l'élite des fonctionnaires. Et puis la contrefaçon satirique publiée en Hollande de Ménétrier, qui était... Alors Ménétrier, je n'en ai pas parlé. Il y aura peut-être une conférence dans le 5e colloque sur lui. C'était le concurrent de l'histoire métallique officielle, c'était un jésuite. Et donc, il y a eu une contrefaçon faite en Hollande de son livre, où on a inclus à la fin du livre de Ménétrier sur les médailles de Louis XIV, les médailles satiriques faites par les Hollandais, inclus dans le livre. Eh bien, ça a joué avec un certain succès en Allemagne et c'est très répandu, très répandu.
On peut revenir peut-être avant. Voilà. Là, vous avez Ménétrier, Ménétrier 1691. C'est ça, Ménétrier, la contrefaçon de Ménétrier. Et vous voyez c'est le petit triangle orange. Vous voyez qu'elle est extrêmement diffusée. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu que ça. La presse va participer au succès de l'histoire métallique de Louis XIV grâce c'était la photo que je vous ai montrée, Historische Münzbelustigung, publié par Jean-David Koller, qui est professeur à Göttingen, et qui analyse pour le public allemand en 1742, pendant toute l'année, dans toutes les livraisons de l'année 1742, il analyse les 318 médailles de l'édition de 1723. C'est le Münzbelustigung. Alors là, c'était l'édition bilingue à Bade, et vous pouvez continuer, et voilà. Le Münzbelustigung, c'était la presse qui chaque semaine analysait une médaille de Louis XIV. Donc on peut dire, après avoir lu ce colossal article, que c'est sans doute le Saint-Empire qui a été le lieu de diffusion le plus large de l'histoire métallique de Louis XIV. Je pense peut-être autant qu'en France. Et alors, voilà, j'ai terminé ma présentation. Voilà un exemple. Donc la médaille de la devise du roi. La devise du roi, c'est une médaille assez rare, la médaille de la devise du roi, parce que les médailles nous présentent presque tout le temps des personnages. Je vous en ai montré une, la foudre. C'est une médaille exceptionnelle, qui copie une monnaie antique. Et ici, la médaille de la devise du roi est exceptionnelle parce qu'elle nous montre une devise et non pas une scène historique ou allégorique. Et puis, je terminerai en vous annonçant le 5e colloque qui aura lieu dans mon université du Havre du 18 au 20 juin 2024, c'est-à-dire en juin prochain. Et j'ai mis le sujet d'une des communications, la médaille des ambassadeurs de Siam, qui est donc une scène réelle. Et là, je crois, une des rares médailles où nous n'avons... Remarquez, je ne m'avancerai pas jusqu'à le dire, mais peut-être nous n'avons pas de modèle dans la monnaie impériale romaine. Peut-être, mais ce n'est pas sûr du tout. En cherchant bien, on devrait trouver un modèle romain, même si c'est le Siam qui est à l'honneur. Voilà. Et alors, on m'avait demandé d'apporter quelques volumes qui sont à un tarif préférentiel de 30 € au lieu de 35 €. Voilà, j'ai terminé ma présentation.